Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on me réclame depuis longtemps et que je voulais pas faire, j'osais pas faire par crainte des... comment dire? J'allais dire des représailles, c'est un peu violent. Euh, des retombées un peu négatives qui peuvent tomber dessus. On va continuer un petit peu ce que j'avais débuté sur la magie animale, puisqu'on va parler des animaux aujourd'hui. On va parler de deux choses dans cette vidéo. On va parler des familiers et on va parler de ce qu'on appelle à tort les totems. Alors, au départ, je voulais pas faire de vidéo déjà parce que c'est un sujet assez polémique et aussi parce qu'il y avait une vidéo excellente qui existait déjà sur le sujet, enfin qui existait sur le sujet des totems, qui avait été faite par Shula Aisling, mais elle a disparu du net. Et du coup, la vidéo n'existe plus. Donc, je me sentais illégitime et j'avais l'impression de faire un doublon en refaisant une vidéo parce que j'étais vraiment d'accord avec ce qu'elle disait. Mais comme la vidéo n'existe plus, je me dis après tout, pourquoi pas partager mon petit point de vue maintenant qu'elle est plus là et que cette vidéo n'est plus disponible. Alors, on va commencer par parler des soi-disant totems. Je dis bien soi-disant parce que c'est un mot que j'utilise plus, que j'ai utilisé mais que j'utilise plus. Et qui peut être... Alors je vous préviens tout de suite, ça va être une vidéo un peu polémique. Je sais que je vais recevoir des tomates moisies dans la figure. Mettez-y une petite tranche de mozzarella, s'il vous plaît, ça passera mieux. Là encore, je vais être encore plus prudente que d'habitude. C'est vraiment mon point de vue à moi. Ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne condamne rien, je ne juge pas. Je suis pas du tout à critiquer les gens, mais ce que je voudrais, c'est essayer de remettre quelques pendules à l'heure et essayer de raisonner un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par les totems parce que je pense que c'est le truc qui est le plus répandu aujourd'hui. Alors, je l'ai utilisé, le mot totem. Je l'ai utilisé. Si vous m'avez suivi à l'époque, je crois que c'était sur Racine et Rami. J'en ai parlé abondamment du totem. Donc voilà, condamner quelqu'un qui utilise le mot totem, ce serait faire preuve d'une hypocrisie galopante de ma part, donc loin de moi cette idée. Je vais simplement vous expliquer pourquoi je n'utilise plus ce terme aujourd'hui, et je vais vous expliquer exactement ce que c'est pour moi qu'un animal dit totem, et quels écueils on peut retrouver là-dedans. Alors pourquoi j'utilise plus ce mot? Parce que c'est un mot qui vient d'une culture à laquelle j'appartiens absolument pas. Alors on va pas parler appropriation culturelle parce que ce serait un autre débat, c'est très large. J'utilise des termes de culture à laquelle je n'appartiens pas forcément. Par exemple, j'ai pas de racines nordiques à ma connaissance et j'utilise les runes sans problème. Mais j'utilise pas que les runes. C'est-à-dire que ce qui me dérange dans le totem, c'est qu'en fait, beaucoup de gens utilisent l'animal totem, donc qui est un élément d'une culture de chamanisme amérindien, sans rien utiliser d'autre de cette culture. C'est-à-dire qu'on prend juste un élément qui nous plaît bien, on le déracine et on prend que ça. Et c'est ça qui m'a dérangée en fait. C'est pour ça que j'utilise plus ce mot, parce que du coup je me dis, bah c'est con, je prends qu'un truc. Genre tu m'as fait un gâteau au chocolat, je vais trier dedans, je vais prendre que la levure chimique. Tu vas me dire, mais tu te fous de ma gueule en fait. Je t'ai fait un gâteau au chocolat, tu sniffes la levure chimique. Mais pourquoi? Non, si on vous fait un gâteau au chocolat, bouffez le gâteau au chocolat. Alors vous avez le droit d'enlever quelques petites choses. Vous avez le droit de vous dire, ah non, je vais enlever le beurre, je vais mettre de la courgette à la place. Ou bah non, je vais enlever la farine, je suis allergique au gluten, je vais mettre de la farine de châtaigne à la place. Oui, mais ça va quand même rester un gâteau au chocolat, on est d'accord. Il y aura quand même une unité. Vous n'allez pas juste sniffer de la levure, on est ok. Donc pour moi, utiliser le mot totem sans rien utiliser d'autre de cette culture, c'est sniffer de la levure dans un gâteau au chocolat. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais plus utiliser ce terme. Alors du coup, comme j'aime bien travailler avec la magie animale, je me suis demandé un peu quoi faire. Alors je me suis penchée sur la question. Le mot totem en fait, parce que le totem amérindien c'est
tout à fait autre chose en plus de ce pourquoi on utilise. Nous, quand on dit totem, c'est en gros l'animal d'âme, l'animal qui nous représente en esprit. Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Donc, c'est que une partie microscopique du terme, du véritable terme totem. Parce qu'un totem, normalement, dans les cultures, alors je suis pas spécialiste, loin de là, puisque je fais que sniffer de la levure dans l'immense gâteau au chocolat des traditions amérindiennes, mais le totem, ça englobe l'aspect de la tribu, l'aspect de la famille, tous les aspects qui sont les tabous, la croissance, les éventuelles malédictions, les superstitions familiales qu'on se trimballe. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'ailleurs, un totem, c'est souvent pas unique. C'est souvent quelque chose qui est composé de plusieurs animaux. Parce qu'on a l'animal de la tribu, on a l'animal de la famille, on a son animal d'enfance, on a son animal à soi, on a l'animal d'un tabou qui nous a été donné. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cultures. D'ailleurs, on le retrouve chez Coraline, d'ailleurs, le héros celtique, dont le tabou était le chien. Le chien chez Coraline fait partie de son totem, en quelque sorte, si Coraline avait été amérindien. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui va englober tellement plus de choses que juste un ou deux animaux qui vont nous représenter. C'est trop peu. Nous, notre vision, elle est très intéressante. Se représenter par un animal, c'est très riche d'enseignements, seulement c'est pas un totem. Non, c'est pas ça. Faites des recherches si jamais la notion amérindienne vous intéresse, par contre, parce que alors là, vous allez tomber sur une culture qui est extraordinaire, qui est d'une richesse dingue, mais ne vous appropriez pas ce mot parce que c'est insulter la personne qui a cuisiné le gâteau au chocolat en sniffant juste sa levure, et c'est pas cool. Donc je me suis dit, voilà, comment est-ce que je vais représenter ça? Alors, au départ, j'avais l'idée d'animal-esprit. Pareil, animal-esprit, c'est un petit peu connoté. Après, j'avais animal d'âme. Pareil, je me suis dit, c'est con, c'est pas que l'âme, parce que ça peut être le corps aussi. Du coup, maintenant, je dis mon animal. Ça, j'ai résolu le problème. Et... ou mon ombre. Animal ombre. J'aime bien l'idée d'animal ombre. Ou animal reflet. Voilà, c'est les termes que j'utilise. Mon animal ombre ou mon animal reflet. Animal ombre, pas pour l'idée que c'est mon sens caché, mais pour l'idée que c'est ce que je projette, comme je projette mon ombre en fait face à la lumière, tout simplement. Donc c'est un truc qui me colle à la peau, qui me suit et qui me ressemble. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement, comme je vous l'ai dit au début, quel animal vous seriez si vous étiez un animal. Et c'est là qu'entre en jeu l'ennemi numéro 1 de la spiritualité, le monstre à combattre, le démon des profondeurs, l'abomination des ténèbres insondables, l'ego. Alors, et oui, parce que quand on parle d'animal ombre, d'animal miroir, d'animal esprit, d'animal âme, de totem, de tralala, on se rend compte que la seule chose que la majorité des gens projettent, c'est leur ego. Et je l'ai fait aussi, donc je ne juge pas, là encore. Mon premier animal totem, c'était juste mon ego. Si vous m'avez suivi, vous avez vu que le premier que j'avais pris pour mon animal, c'était la chouette Hulotte. Prends ton ego dans la gueule. Pourquoi? Parce que la chouette Hulotte, c'est cool, parce que c'est joli, c'est un animal que j'aime bien, c'est fascinant, ça vit la nuit, ça fait un peu sorcière, c'est ci, c'est là, c'est tralala, c'est sympa, on a envie de la présenter à ses amis, à sa famille, à son coven. Et c'est une erreur et une errance insondable. Et je me suis tellement plantée. C'était tellement pas ça. Et je me rends compte aujourd'hui quand je parle et quand j'ai contact avec beaucoup de gens que beaucoup de gens ont des animaux qui sont en fait non pas une projection de ce qu'ils sont, mais une projection de ce qu'ils aimeraient être. Et c'est normal, on est humain. On n'a pas envie d'avoir le cancrelat en totem. Ou le mouton. Ou le pigeon ramier. C'est voilà, t'es des animaux, tu fais ah, ouais, cool. Qui a envie d'être pigeon ramier? Le pigeon ramier, c'est le piaf que tu vois dans les villes qui te fait chier à chier partout, qu'on essaye d'exterminer avec des pics sur le bord des fenêtres ou la chasse à la glu. Abomination d'ailleurs, soit dit en passant, parce que moi j'aime bien les pigeons ramiers. Le truc qu'on essaye d'éloigner en diffusant des enregistrements de coups de fusil ou de cris de faucons pèlerins. Enfin, bref, on a l'image d'un animal nuisible, d'un animal trop commun. Personne n'a envie d'être un pigeon ramier.
D'ailleurs, c'est lié à des expressions négatives. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un que c'est un pigeon, c'est pas forcément flatteur, hein, c'est même pas flatteur du tout. Donc forcément, là, l'ego, il va dire « Wow, oh, je veux pas ça, moi. Je vais te mettre l'aigle royal. » Le nombre de gens que je vois qui ont des animaux d'ego, mais d'ailleurs dans tous les bouquins, si vous prenez les livres qui sont consacrés à ça, vous avez que des animaux d'ego. On est d'accord que vous n'avez pas les tourneaux, que vous n'avez pas, je sais pas moi, le cafard, que vous n'avez pas le moineau, que vous n'avez pas le surmulot. Non, ça y a pas. Le rat d'égout, il n'y a pas. Dans les livres sur les totems et sur les animaux esprits, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est un animal comme un autre. Donc, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu... bon, à une époque, je m'étais amusée à ça, c'est pas forcément très sympa de ma part, à regarder sur les blogs, etc., les gens qui vous expliquent quels sont leurs animaux. En fait, globalement, il y a toujours les mêmes hein, qui reviennent et ça suit des modes. Donc, vous avez le loup, vous avez le corbeau, vous avez la chouette, hein. J'ai été dedans d'ailleurs. Dans mon vieux blog Racine et Rami, je suis cette fille-là hein, qui s'est prétendue être de la chouette. Donc c'est pour ça que je ne critique pas. Je signale simplement. Vous avez, qu'est-ce que j'ai dit, loup, corbeau, chouette, vous allez avoir le serpent, vous avez le renard. Alors le renard, il est hyper à la mode, tout le monde est renard en ce moment. Tout le monde est tellement renard que même à Maison du Monde, ils sont renards, ils font des renards partout. Vous avez voilà, tous ces animaux-là, vous allez avoir le coyote, vous allez avoir la panthère, vous allez avoir des animaux un peu classe, quoi, des animaux un peu sympas. Vous allez avoir le serpent, vous allez avoir des animaux un peu sympas. La biche, voilà, le cerf. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez très peu de pigeons ramis et de rats d'égout dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, si vous êtes intéressé par ce travail-là, faire taire votre ego. En fait, il faut le faire taire tout le temps, son ego. L'ego, c'est l'ennemi à combattre. C'est l'ennemi numéro 1. L'ego, c'est ce que vous avez envie d'être et c'est pas ce que vous êtes. Ça peut vous booster si vous vous dites que vous le voyez comme un idéal à atteindre, mais ça peut vous freiner si vous le voyez comme un carcan dans lequel vous mettre absolument et une étiquette à vous coller sur le front et une imagerie à diffuser au monde. C'est-à-dire que votre ego est à votre âme, ce qu'Instagram ou Facebook est à votre vie intime. C'est-à-dire que c'est juste une vitrine que vous montrez aux autres et que vous mettez en scène et c'est pas vous. Du coup, par conséquent, c'est bien. Pas assez de connecteurs. Vous allez vous retrouver dans une schizophrénie galopante à être dans un culte de l'image et de l'apparence au lieu de travailler sur votre moi profond. Votre moi profond, il n'est pas forcément joli, il n'est pas forcément esthétique, il n'est pas forcément tel que vous auriez envie qu'il soit, et c'est tout à fait normal. S'il était tel que vous avez envie qu'il soit, ça veut dire que vous n'auriez plus de travail à faire sur vous-même, que vous auriez tout compris à la vie. Où est l'intérêt, du coup? Donc, c'est normal que votre vrai moi soit imparfait, parce que ça veut dire que vous avez du boulot à faire dessus. Donc plus il a de défauts, plus c'est intéressant. Moins il est joli, plus ça va vous donner du travail et plus ça va vous donner des objectifs, des buts, de la motivation pour avancer. Donc au contraire, si vous vous ouvrez, on va dire, à la possibilité de la déception, ça va vous ouvrir aussi la possibilité de l'évolution et de l'amélioration. Et donc vous allez petit à petit, pas à pas, tendre vers votre idéal. Donc, moi j'ai une conception de l'animal ombre qui est plus proche du démon dans la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Si jamais vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, faites-le. Je l'ai lu pour une raison à la con en fait, parce que l'héroïne avait le même nom que moi. J'avais déjà choisi le pseudonyme de Lyra depuis pas mal de temps et j'ai vu le livre, j'ai fait oh Lyra, tiens c'est rigolo, je vais lire ça. Et c'est un puits de sagesse. Et donc dans cette trilogie, si vous l'avez pas lu, chaque personne est accompagnée d'un animal qui en fait est une version externe de son âme. Donc tant qu'il est enfant, l'animal change de forme, donc il se métamorphose sans arrêt en fonction de son humeur, de son tempérament, de ses envies, etc. Donc il est métamorphe. Et à l'entrée à l'âge adulte, à la perte de l'innocence, l'animal se fixe dans une forme définitive. Et un des grands
des grands nœuds de cette intrigue, c'est justement de se dire à quoi il va ressembler. Qui est-ce que je suis au plus profond? Parce que finalement, c'est quand l'animal atteint sa forme définitive qu'on apprend véritablement qui on est. Et pour moi, découvrir son animal ombre, c'est ça, justement. C'est avoir le nez dedans et se dire ah putain, mais c'est moi ça? Ah ouais, d'accord, bon, ok. Et ça peut être violent, ça peut être un peu dur. D'ailleurs, ils en parlent dans le livre, ils expliquent que, par exemple, il y a un homme, son démon s'est transformé en dauphin. Par conséquent, il s'est aperçu que pour le garder à côté de lui, parce qu'ils ne peuvent pas s'en éloigner, on ne peut pas se séparer de son âme, donc on ne peut pas se séparer de son démon non plus, il est obligé d'être marin. Donc il est obligé d'être sur un bateau en permanence. Du coup, c'est pas forcément un démon pratique pour lui, pour la vie de tous les jours. On est d'accord qu'avoir un animal aquatique dont on peut pas se séparer, ça condamne, nous qui sommes une espèce terrestre, à une vie aquatique, qui est pas forcément naturelle. Du coup, on se rend bien compte que cet homme-là, le jour où son démon s'est fixé à l'état de dauphin, il a dû se dire « Oh merde !» Bon la marine quoi. T'imagines si t'as pas envie d'être marin? C'est con. Et pourtant, il y a une raison. Si son démon s'est fixé dans cette forme, c'est parce qu'au fond de lui, il était marin. Et il s'est aperçu, en faisant ce métier qu'il n'avait pas forcément envie de faire, que c'était là sa véritable vocation et que c'était la mer qui était le souffle de son âme, en quelque sorte. Donc on se rend compte, par des déceptions, par des surprises, quand on découvre son animal, qui on est vraiment et du coup à quoi on aspire réellement. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est bien de faire taire l'ego, parce que si vous vous retrouvez avec un animal que vous aimez bien, que vous trouvez classe et qui est sympa à étaler sur les réseaux sociaux, comment voulez-vous progresser? C'est pas possible. Je vois pas comment j'aurais pu progresser si j'étais restée convaincue, persuadée plutôt que convaincue d'ailleurs, que mon animal c'était la chouette. Enfin voilà, bah oui, c'est bon, j'ai fait le chemin. Oh, j'ai la chouette. Non mais sérieusement, des fois j'y repense, je me dis mais t'es vraiment une grosse gourde quoi d'avoir pensé ça. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que généralement, quand on découvre son animal, la première réaction qu'on a c'est « Ah ouais? Oh, moi je m'attendais pas à ça. » Bon. J'ai fait faire une visualisation guidée à une amie qui avait envie de découvrir son animal, qui n'avait pas d'idée particulière. Parce que quand on commence ça, il ne faut vraiment pas avoir d'idée. Il ne faut pas se dire ah, tiens, j'aimerais bien avoir ça comme animal ou j'aimerais pas ça. Il faut vraiment se débarrasser justement de ce poids-là. Donc c'est quelqu'un qui avait absolument aucune idée de quel animal pouvait la représenter, qui n'avait pas forcément d'aspiration parce qu'elle ne connaissait pas forcément la symbolique animale. Et on a fait cette visualisation et elle s'est retrouvée, alors je vais juste dire ton animal, si tu me regardes, tu me pardonneras, elle s'est retrouvée avec un lapin. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'animal qu'on s'attend à avoir, le lapin. Lapin blanc aux yeux rouges, voilà, un lapin. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle a exploré, qu'elle s'est penchée sur la symbolique de cet animal, qu'elle a appris à vivre avec lui, elle s'est rendue compte à quel point il était lié à elle, à quel point c'était authentique, à quel point c'était vraiment son ombre pour le coup, à quel point cet animal banal au possible, tu peux difficilement faire plus banal qu'un lapin, à quel point cet animal en fait c'était vraiment ça et qu'il n'était pas si banal que ça au final, qu'il était super intéressant et que ça lui avait appris plein de choses sur elle-même. Et aujourd'hui elle est en connexion parfaite avec son lapin, elle est en connexion parfaite avec son ombre. Donc du coup c'est ça qui est intéressant. Quand tu vois quelqu'un qui se dit, j'ai vu quelqu'un d'autre, j'ai vu une de mes clientes qui m'a dit mon totem c'est la panthère noire, et je me disais mon Dieu mais non. Non, ça se voit que t'es pas une panthère noire, quoi, c'est pas possible. C'est comme si j'avais envie que mon ombre ressemble au Colisée, tu vois. Mon ombre, elle ressemblera jamais au Colisée. Je suis pas le Colisée. Ça marchera pas. Je fais 1m67, 44 kg, ça peut pas être le Colisée, mon ombre, on est bien d'accord, ça peut pas fonctionner. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de honte à avoir un animal banal en apparence, insignifiant, voire vu comme nuisible, parce que tous ces adjectifs qu'on met, ce sont des conceptions humaine. Il faut sortir de ça. Quand j'ai découvert mon animal, donc le mien pour vous parler de mon ressenti, c'est la pie. J'étais hyper déçue, mais la déception quoi. Les pies, il faut savoir que chez moi, il y en a, j'en ai tout le tour du bide, il y en a
partout, ça gueule toute la journée, c'est chiant, ça a une voix de merde. Enfin voilà, pour moi c'était l'équivalent du pigeon quoi. C'était la pie, j'ai dit putain, c'est pas possible que j'ai ça. Oh, c'est tellement moins classe que la chouette culotte quoi. C'est bon, j'ai dit la pie, génial. Ça bouffe dans les poubelles, c'est super. La pie, ok. Et puis bon, bah je me suis dit, allez, t'as ça, il va falloir que tu réfléchisses un peu. Donc j'ai regardé des documentaires, je me suis renseignée, je me suis mise à les observer, parce qu'en fait elles faisaient partie du décor pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah ouais, oui, oui, il y avait plein de choses qui étaient liées déjà dans le mode de vie. C'est voilà, la pie me correspond sur pas mal de points sur lesquels je reviendrai pas forcément. Dans la symbolique aussi, on a cette idée de la pie voleuse hein, qui accumule et Dieu sait que j'ai ce problème-là, ça se voit. Donc je me suis aperçue qu'effectivement c'était un animal qui, bah oui, c'était celui-là mon ombre, il n'y avait pas à tortiller. C'était quelque chose qui me correspondait vraiment totalement et qui était, bah voilà, si je me dis effectivement, si du jour au lendemain, bah, je me transformais en animal, je serais très probablement une pie. J'aurais une voix, puis je chante faux en plus, donc j'aurais une voix de merde. C'est logique. Donc, essayez d'avoir l'esprit ouvert quand vous faites cette démarche-là. Bon, là on parle vraiment que de théorie, je vous donnerai pas de démarche pour trouver votre animal parce que ça appartient vraiment à chacun. Il y a plein de techniques, vous pouvez le demander en rêve, il y a la visualisation guidée ou la visualisation instinctive, vous pouvez l'avoir par divination, par écriture automatique, par plein de choses, demander des signes. Là encore c'est une technique qui n'appartient qu'à vous, il n'y a pas une technique. Mais en fait, il m'a été révélé par plein de techniques différentes. Au bout d'un moment, c'était martelé. Genre, non, t'auras celui-là et pas un autre. J'attendais la chouette et j'ai eu la pie. Bon. Et aujourd'hui, je vis très bien avec ma pie. Et je me suis aperçue que c'était vraiment, c'était vraiment ça. Et chose intéressante, je ne l'ai retrouvé chez personne d'autre. Du coup, je me dis, d'un côté, voilà, je me suis pas trompée dans mon cheminement parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond à moi et pas aux autres. C'est vous n'êtes pas censé avoir, on n'est pas tous censés avoir le même animal quand on pratique la sorcellerie. C'est pas normal qu'on ait tous le corbeau, le loup, le chat et la chouette. On est bien d'accord. Ça marche pas. On peut avoir l'épagnol breton sans problème et être une très très bonne sorcière en ayant l'épagnol breton. Ça fonctionne. Donc sortez-vous de là, sortez-vous de ce carcan de l'ego et essayez de voir votre animal avec le plus de lucidité possible, sachant que votre animal ce sera très probablement pas un animal que vous aimez ou qui vous fascine, parce que à moins que vous aimiez vous et que vous vous fasciniez vous-même en fait, puisque cet animal c'est une projection de vous. Donc moi la chouette, je me rends compte que c'est un animal qui me fascine, or je me fascine pas, mais genre du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai une estime de moi qui aura les pâquerettes et effectivement je me trouve tout juste bonne à ratisser les poubelles. Donc la pie, oui, c'est votre vie. Du coup ça marche, ça colle. Donc voyez qu'il y a un décalage, ça marche pas, ça fonctionne pas. Si vous avez un animal et que pour vous cet animal représente des valeurs que vous ne possédez pas mais que vous aimeriez posséder, ça fonctionne pas. C'est pas votre animal ombre, c'est votre animal idéal. Alors vous pouvez l'utiliser pour travailler dessus. Hein. Moi par exemple je peux travailler sur la chouette quand je veux travailler sur l'idéal, sur ce vers quoi je tends, sur la sagesse que je veux acquérir et sur le parcours que je veux faire. Oui, je vais travailler là-dessus, ça sans problème. Mais c'est pas mon animal ombre. Mon animal ombre, c'est et ça restera la pie. Donc débarrassez-vous de cet ego et pitié, sortez des modes, des carcans. C'est pas grave si votre animal n'est pas instagrammable, c'est pas grave si votre animal c'est le scolopendre. Il y a sans doute que le scolopendre a énormément de choses à vous apprendre, probablement bien plus que le corbeau, la chouette, le chat et le loup. On est d'accord. Donc voilà pour les familiers, pour les totems. Passons aux familiers. J'ai voulu rassembler dans une même vidéo parce que pour moi les deux souffrent du même problème. Là encore, on va retrouver le monstre, le démon, l'empereur des sources insondables et insondées, le grand ancien des ténèbres invivables, l'ego. Non, j'en refais pas trop. Donc l'ego, encore une fois, qui va nous emmerder quand il s'agit du familier. Alors le familier, qu'est-ce que c'est ? Faut pas le confondre justement avec l'animal ombre, puisque l'animal ombre, c'est une projection de vous-même.
C'est ce que vous êtes au plus profond, c'est en quelque sorte votre signe astrologique, votre thème astral plutôt, en un seul animal, votre âme représentée sous une couverture de poils, de plumes, d'écailles, de griffes, d'exosquelettes, whatever. Alors que le familier, lui, c'est totalement autre chose. Le familier, alors, je vais pas... j'ai pris des notes là-dessus. Le familier, alors autant l'animal ombre, on en a tous un, sans problème, puisqu'on a tous une âme, hein, techniquement, on a tous un esprit. Par conséquent, on a tous un familier. Ah, merde, pardon. On a tous un animal ombre. Je vais pas y arriver, j'aurais pas dû les mixer dans une même vidéo, ces deux concepts-là. Donc le familier, lui, c'est un esprit. Donc c'est un esprit spécifique. Je vous lis la définition de mon livre des ombres. Un familier est un esprit spécifique attaché à une sorcière, venu de l'autre côté pour lui communiquer le savoir des esprits via la transe, la possession, les rêves ou d'autres voies de communication spirituelle. Il est possible d'en posséder plusieurs en fonction du savoir exploré, voire même de ne jamais en avoir. Donc, en gros, le familier, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit, le plus souvent sous la forme d'un animal, incarné ou non, qui va venir vous rendre visite temporairement à un moment de votre vie de sorcière pour vous apprendre un truc ou pour vous aider dans un truc. Par conséquent, vous pouvez en avoir plusieurs, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir un à un moment parce que vous allez avoir besoin de ça à tel moment et un autre à un autre moment parce que vous allez avoir besoin d'autre chose. Il va partir quand il aura accompli son travail, voire vous pouvez ne pas en rencontrer du tout parce que vous pouvez recevoir l'aide dont vous avez besoin par d'autres biais que ce biais-là. Du coup, c'est pas parce que vous êtes sorcière que vous avez un familier. Sortez-vous un petit peu de l'imagerie médiévale et de la série télé Salem. Parce qu'on sait très bien que c'est ça qui l'a remis au bout du jour, le familier. Donc, le familier, là encore une fois, alors on trouve absolument tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, au sujet des familiers, sur les témoignages, etc. C'est-à-dire que beaucoup de gens tombent dans le piège de l'ego. On est beaucoup à posséder des animaux de compagnie et on est... Enfin non, j'ai pas eu ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que leur animal de compagnie est un familier. Dans 99% des cas, ils se plantent. On va voir pourquoi. Alors déjà, le familier, il est là seulement pour un petit moment, c'est-à-dire seulement pour vous apprendre une leçon ou seulement pour vous aider sur une page de votre parcours. Alors, quand je dis petit moment, ça peut être quelques années, mais en tout cas, c'est pas un animal qui va vous suivre toute votre vie. Parce que sinon, ça veut dire que vous apprenez pas la leçon et ça veut donc dire qu'il sert absolument à rien. C'est un peu con. Contrairement à l'imagerie médiévale, enfin l'imagerie récupérée par Hollywood de l'imagerie médiévale, le familier, c'est pas ça. D'ailleurs, l'imagerie médiévale nous le dit, que le familier, c'est un démon familier qui est envoyé à la sorcière pour l'aider à accomplir sa magie. Elle peut en avoir plusieurs et elle en change régulièrement. Donc c'est plutôt cette image-là qu'on va retenir du familier. Donc en général, c'est donc un animal qui va débarquer, alors un animal ou un esprit, parce qu'il n'est pas forcément incarné. Là encore, c'est pas forcément un esprit incarné. Ça peut être un animal dont vous allez rêver plein de fois, ou qui va apparaître dans vos visualisations à plein de reprises sans arrêt, sans que vous le voyez en chair et en os. Donc c'est un animal qui va débarquer dans votre vie comme un cheveu sur la soupe au moment où vous en avez besoin. Du coup, si vous avez acheté votre chat dans un élevage, déjà il y a très peu de chances pour que ce soit un familier. Parce que du coup c'est vous qui l'avez choisi. Alors oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire « Mais non, c'est lui qui m'a choisi, il est venu vers moi, et puis c'est le destin qui a fait que je recherche cet animal à tel moment. » Oui, c'est vrai, ça peut arriver, c'est possible. Il vous a peut-être juste choisi parce que vous lui plaisez aussi. Les animaux ont une intuition, ont ce qu'on appelle un sixième sens, même si c'est pas vraiment un sixième sens en réalité, parce que c'est quelque chose qui fait partie des 5 sens. On l'a aussi, mais nous on l'étouffe, c'est tout. Ils sentent des choses, ils sentent plein de choses et tellement plus de choses que nous. Donc c'est normal qu'un animal vous choisisse. Parce qu'il va sentir que vous avez l'air sympa ou que votre odeur elle lui plaît bien parce que vous dégagez des phéromones qui le mettent dans une bonne humeur. Ça ne veut pas dire que c'est un familier pour autant.
Ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que c'est un animal avec lequel vous allez bien vous entendre et avec lequel vous allez avoir un lien très profond. Et c'est pas parce qu'on a un lien très profond avec son animal que c'est un familier. Là encore, je reçois beaucoup d'idées de gens qui me disent « Ah ben si, mon chat c'est un familier, il est tout le temps couché sur mon hôtel. » Ah ben si, mon chien c'est un familier parce qu'à chaque fois que je tire les cartes, il est là. Ah bah si, mon cochon d'Inde c'est un familier parce que il regarde dans le vide à des endroits, il fixe le vide. Tout ça, ce sont des comportements parfaitement normaux, d'animaux normaux et pas de familiers. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les animaux sentent des choses et ils sentent les énergies, vraiment, beaucoup. Si vous avez un animal dont vous êtes proche, j'avais cette conversation ce matin avec plusieurs personnes sur Instagram, parce que j'ai posté une série de petites stories sur Instagram parce que je suis rentrée de l'hôpital et Balthazar, mon calopsite, est devenu extrêmement collant. Et donc là, il est juste à côté. D'ailleurs, il a besoin d'être à proximité. Quand je suis rentrée, le jour où je suis rentrée, il ne m'a pas lâché. Mais genre du tout, c'est-à-dire qu'il s'accrochait à mes chaussettes pour rester contre moi et ne pars plus jamais, ne pars plus jamais. Et voilà, donc il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai eu un cochon d'Inde qui avait la capacité incroyable de se coucher à l'endroit où j'avais mal. De sentir en fait les endroits où j'avais mal, et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui fait des crises de fibromyalgie et qui m'expliquait que son chat faisait la même chose. Donc ça, c'est des comportements tout à fait normaux. Les animaux sentent ce genre de choses. Si vous êtes proche de votre animal, s'il ressent vos émotions et s'il va se coucher sur votre hôtel, c'est complètement normal. C'est simplement que votre hôtel dégage de l'énergie, donc que vous avez bien travaillé sur votre hôtel, que vous avez un hôtel de boulot sur lequel vous avez mis pas mal de choses, qu'il a senti ça et qu'il est attiré parce qu'il vous reconnaît en fait dans cette énergie. En quelque sorte, c'est comme s'il allait se blottir dans un pull avec votre odeur. Il y a votre énergie sur votre hôtel qui est hyper concentrée, parce que sur les hôtels on bosse, on met de la dévotion, on met plein d'énergie, énormément, c'est vraiment très fort. Du coup, s'il va se coucher là-dessus, c'est parce que du coup votre énergie elle éclate sur votre hôtel, elle explose, elle irradie. Donc du coup il va s'en nourrir, il va se mettre dessus parce que oh là là, mon humain, oh chouette, il y a mon humain qui est là. Donc ça veut pas du tout dire que c'est un familier. C'est pas parce que c'est un objet spirituel, l'hôtel, que c'est un signe de familier. Pas du tout. Même chose si il est là quand vous tirez les cartes. S'il vient vers vous quand vous tirez les cartes, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Balthazar adore. Quand je tire les cartes, il adore tirer les cartes lui aussi. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il aime bien ça. Il marche sur mon paquet, il tire les cartes, il les jette. Seulement, je peux faire une expérience avec toute autre chose, ça marchera aussi. Si je fais avec mon pendule, il sera là aussi. D'ailleurs, si votre chat s'intéresse à votre pendule, vous allez voir que si vous faites ça avec une souris en mousse et un fil élastique, ça fera pareil. Donc, c'est normal. Il sent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, il a envie d'être impliqué, comme quand vous mangez et qu'il a envie de manger aussi parce qu'il sent que c'est quelque chose de particulier, ou quand vous lui interdisez de faire quelque chose aussi. Les animaux aiment bien, ils se disent « Oh, si c'est interdit, c'est que ça doit être intéressant ». Donc forcément, si vous lui interdisez de toucher à vos cartes, il va s'acharner et y toucher. Donc, soyez lucide et dites-vous bien que votre animal a avant tout des comportements d'animaux. Même chose pour les animaux qui regardent dans le vide. Un animal qui regarde dans le vide, il a peut-être repéré quelque chose, effectivement. On sait que les animaux sont capables de voir les esprits. C'est tout à fait possible. Alors c'est peut-être pas forcément un esprit qu'il a vu. Il a peut-être vu une accumulation d'énergie, ça veut peut-être dire que vous avez besoin de nettoyer ce coin-là. Il a peut-être vu un résidu, il a peut-être vu quelque chose, mais tous les animaux en sont capables. Donc ça ne veut pas dire que c'est un familier. Donc du coup, pour qu'un animal soit un familier, il faut quand même beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'un comportement intuitif d'animal lié à vous. Tous ces comportements-là, moi c'est des comportements que j'ai eus avec mes animaux. Balthazar, il me colle terriblement quand je fais mon livre des ombres, parce qu'il adore, il sent qu'il y a un truc spécial qui se passe. Quand j'écris dans mon livre des ombres, je suis dans un état d'esprit particulier, et donc il sent qu'il y a quelque chose, ça doit le relaxer, et là il est collé. Alors que, à contrario, quand je vais faire quelque chose, si je remplis ma déclaration d'impôt, il va venir me voir, prendre mon stylo des mains et le jeter par terre, parce qu'en fait il doit sentir que ça me gonfle et il m'évite de le faire. Donc voyez bien la vérité
dans le comportement de votre animal et ne fantasmez pas autour du concept du familier. Il y a très peu de sorcières qui ont des familiers parce que très peu de sorcières en ont besoin. On reçoit généralement aujourd'hui l'aide dont on a besoin par d'autres biais. Le familier, c'était vraiment l'idée d'une guidance qui nous vient d'une époque où la sorcellerie était globalement prohibée, où on n'en parlait pas, où on partageait peu, où on n'avait pas tous ces réseaux de partage d'informations qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'on a relativement peu besoin d'aide dans notre pratique. On a des moyens d'échanger avec d'autres sorcières, on a des moyens d'en parler au grand jour, on a des livres, on a des sites internet, on a des tas et des tas de ressources. Du coup, aujourd'hui, on a quand même moins besoin d'aide dans notre travail et du coup, les familiers sont de moins en moins indispensables. Ça paraît logique. Du coup, c'est tout à fait normal si vous passez toute votre vie sans avoir de familier. Ça fait pas de vous un mauvais ou une mauvaise sorcière. Bien au contraire. Vous avez reçu votre aide d'une autre façon. Beaucoup d'entre nous ont aussi appris à communiquer avec leur guide, avec un esprit qui les accompagne et qui dispense déjà pas mal d'aide. Du coup, un familier, ça peut faire doublon là-dessus si votre guide est capable de vous aider sur ceux qui vous posent problème. Du coup, le familier ici, il n'a pas trop sa place. Alors du coup, comment on reconnaît un familier? Déjà, je vous l'ai dit, le familier, il débarque à l'improviste à un moment où vous avez particulièrement besoin d'aide, pas forcément consciemment. Ce familier ne va pas avoir forcément de lien profond avec vous. C'est-à-dire que c'est pas forcément un animal qui va vivre avec vous. Ça peut être le chat du voisin. Ça peut être un pigeon qui vient dans votre jardin. Ça peut être un animal, un hérisson qui vient de temps en temps dans votre potager. C'est pas forcément un animal avec lequel vous allez vivre. Seulement, il va venir à des moments particuliers et il va vous apprendre des choses. Alors, pour vous apprendre des choses, évidemment, il va passer par plusieurs biais. Ça peut être tout à fait clair, c'est-à-dire que... Alors, c'est arrivé, hein, j'avais lu un témoignage d'une fille qui racontait que du jour au lendemain, le chat de son voisin était venu. Elle avait eu un grand passage à vide au niveau de la cartomancie. C'était une cartomancienne professionnelle qui avait eu un grand passage à vide suite à une prédiction malheureuse. Elle avait fait une prédiction très dure qui l'avait violemment révulsée par rapport à la cartomancie. Elle avait abandonné. Elle avait gardé ses jeux mais laissé tomber le tirage de cartes. Et un jour, le chat de son voisin a débarqué, est allé chercher son jeu préféré et lui a posé sur les genoux et a insisté pour qu'elle le déballe. Elle voulait pas, elle rangeait le jeu, ça a duré plusieurs jours, il revenait toujours à la même heure, prendre le jeu, lui mettre sur les genoux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un animal qui n'avait pas de lien particulier avec elle. Elle essayait de le caresser, elle essayait de jouer avec, il s'en foutait royalement, il repartait après. Un jour, elle a ouvert le paquet de cartes et l'animal s'est mis à se rouler sur le dos, à ronronner comme pas permis, alors que c'est un chat pas du tout affectueux. Elle a enfin commencé à tirer les cartes et du jour où elle a recommencé à tirer les cartes, le chat n'est plus jamais revenu. Ben voilà. Un familier, c'est ça. Et forcément, il n'y a pas un lien humain très fort. Par contre, il y a un lien spirituel énorme. Cet animal, il a eu un lien uniquement pour l'aider à résoudre ce problème qui a pris des mois, je crois. Hein. Ça a pris des mois hein, pour qu'elle revienne à une pratique. Mais du coup, une fois son rôle accompli, il est parti. Il n'y a pas forcément de lien affectif avec un familier. C'est un lien essentiellement spirituel et pas forcément affectif. Du coup, c'est rarement un animal avec lequel vous vivez, même si ça arrive. Dans des cas extrêmes. J'ai une amie qui a son chat qui est un familier. Ça, c'est... Je voulais pas le croire au début. Et puis à force... Ouais, il y a des trucs... C'est extraordinaire. Tu fais des tests avec elle. C'était une femelle. C'est... Oui, là, il y a quelque chose. De vraiment fort. Elle lui met des coups de pied au cul quand elle pratique pas. Ben voilà, il y a quelque chose de très fort. Mais c'est extrêmement rare. Et c'est tout simplement parce que cette amie, elle a peut-être pas les moyens de recevoir l'aide dont elle a besoin ailleurs. Parce qu'elle n'est pas forcément... elle met pas forcément en œuvre les moyens d'avoir de l'aide d'une autre façon. Mais si vous mettez en œuvre d'autres moyens, un familier n'a pas forcément de raison de se manifester. Du coup, il faut sortir de ce carcan d'un animal
avec lequel on partage une relation très étroite. Le familier, c'est pas forcément un animal avec lequel on est copain-copain, quoi. Pas nécessairement. C'est un animal qui est là pour vous aider. Il est là pour vous dire, c'est un esprit, hein, faut pas l'oublier. Donc il est là pour vous dire, voilà, t'as besoin de ça, voilà comment tu peux le résoudre, je t'apporte la solution, suis-la, et une fois que tu l'as suivi, bah c'est bon, j'ai rempli mon boulot, moi je m'en vais, merci, bonsoir. Donc c'est un rapport qui est quand même assez temporaire, et c'est pas forcément un animal auquel on va s'attacher sur une durée très longue, même si certains peuvent accompagner leurs humains sur des durées longues, si c'est un travail à accomplir qui demande un temps assez conséquent. Si votre familier est un animal qui n'est pas incarné, c'est-à-dire que si c'est un animal qui apparaît régulièrement, même chose, va falloir l'écouter pour qu'il cesse d'apparaître et qu'il cesse de vous harceler. Moi, ça a été le cas, par exemple, à la mort de ma grand-mère. J'ai un animal qui est venu régulièrement, alors sous forme de signe, j'en voyais partout. Et puis dans mes rêves, partout, dans mes visualisations, c'était tout le temps. Et à partir du moment où je me suis mise à l'écouter, j'ai compris des choses sur ma relation à ma grand-mère, j'ai pu faire mon deuil et il a disparu du jour au lendemain. Alors oui, ça me manque un peu parce que je m'étais habituée, c'était sympa d'avoir ces petits clins d'œil de temps en temps, mais en même temps je me dis voilà, il a fait son boulot, il est reparti. Donc un familier c'est ça. Enfin c'est un familier, c'était pas un... Je suis même pas sûre que c'était un familier. Disons que c'était la même relation, mais c'était pas, cet animal-là n'était pas familier parce qu'il m'a pas aidé pour ma pratique magique. Il m'a aidé plutôt à résoudre un problème d'état d'esprit et d'état d'âme, on va dire. Donc non, je le considère pas comme un familier. Mais disons, vous voyez un petit peu le genre de rapport. C'est ce genre de rapport-là qu'on va avoir avec un familier. C'est pas forcément l'animal qui partage votre vie. Là encore, comme pour le totem, non, c'est pas votre chat, pas forcément. J'en vois combien qui ont des animaux, qui ont un serpent, qui c'est mon familier, alors que il leur apprend rien. Si votre animal que vous voyez comme un familier ne vous a rien appris dans votre vie de sorcière, et surtout si vous a appris un truc et qu'il est encore là, c'est que c'est pas un familier. Donc je vous ai dit, il est très probable que vous n'en ayez jamais. C'est absolument pas grave et c'est absolument pas quelque chose que vous devez rechercher. On me l'a dit, moi, suite au post justement que j'ai fait sur Balthazar, on m'a dit, ça se trouve, c'est ton familier. Non, moi je suis persuadée que Balthazar, ma puce, t'es pas mon familier. Non, c'est pas mon familier. C'est un animal avec lequel j'ai un lien très très fort, mais c'est pas mon familier. Et tant mieux, parce que sinon ça voudrait dire qu'il s'en va quand il m'aurait appris sa leçon. Ce serait... Non, j'ai pas envie qu'il s'en aille. Je veux le garder pour toujours. Ma puce. Donc, c'est... Voilà, il me fait picabou, hein. Picabou! Je suis très contrariée aujourd'hui. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc non. Essayez de vous sortir surtout des illusions et des envies de votre ego. Votre chat, votre chien, votre perroquet n'est pas forcément votre familier. Vous n'avez peut-être pas besoin de familier et c'est tant mieux. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors ça c'était un essai pour Another One Bites the Dust. C'est loupé, on est d'accord. Ouais. C'est pas ça. Donc vous voyez, ça peut pas être un familier, il sait même pas siffler Queen. Bref, combattez votre ego, tordez-lui le cou, n'attendez pas trop, travaillez avec vos animaux, si vous en avez, parce qu'on peut toujours travailler avec ses animaux. Chut, toujours. C'est toujours intéressant, mais ne vous illusionnez pas de projections de votre ego qui vous viennent d'une série télé ou des réseaux sociaux. Et comme là il est parti à chanter parce que je l'ai réveillé en disant picabou, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, nuit, peu importe le moment le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, restez magiques. Bye!